non, c'est interdit. C'est interdit. Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française. Sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers, forces de l'ordre, pour pouvoir faire exercer la loi, eh bien nous exigeons en retour aussi que ces forces de l'ordre soient davantage contrôlées. Et ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elle punit davantage le policier qui exerce une violence. C'est une circonstance aggravante de porter l'uniforme et de se rendre coupable de violence ou de meurtre. Aggravante, pas une circonstance atténuante. Oui, je suis monté à la tribune. Oui, j'ai montré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est interdit. Alors je vous dis, regardez dans les yeux les familles de victimes, des personnes qui ont été tuées. Je vous remercie. Police. Je suis de très mauvaise humeur parce que je viens de me faire 40 minutes bloqué dans le RERD, bondé avec une chaleur immense. J'arrive à l'Assemblée nationale et au moment de cette canicule, de quoi parle-t-on? Encore une fois, nous parlons d'immigration. Bien sûr, actuellement, la priorité dans le pays, c'est de contrôler davantage les étrangers qui veulent se marier. Alors écoutez, si jamais vous voulez vraiment vous interroger sur la question des étrangers, peut-être interrogez-vous sur les médecins étrangers qui actuellement sont en train de tenir l'hôpital public face aux milliers de personnes qui sont à l'hôpital pour gérer la canicule. Peut-être interrogez-vous sur les personnes étrangères qui actuellement sont sur des chantiers à 40 degrés et qui ne devraient pas travailler parce que ça met leur vie en danger. Si vous voulez vous intéresser aux étrangers, intéressez-vous aux jeunes qui sont actuellement en train de passer le bac sous 40 degrés et en faisant ça, vous parlerez aussi des Français. Nous sommes en train de vivre le réchauffement climatique qui a déjà commencé. Si on parlait davantage de réchauffement climatique et moins d'immigration et d'islam, croyez-moi, dans ce pays, ça irait un peu mieux. Aucun de nos problèmes n'est dû à l'immigration. Nos problèmes sont dus aux milliardaires qui possèdent 90% des médias et qui utilisent leurs obsessions identitaires pour ne pas parler de leurs responsabilités dans les bas salaires et dans le dérèglement climatique. Je suis de très mauvaise humeur, mais en 2027, il y aura une élection présidentielle et quand on aura la victoire de Jean-Luc Mélenchon et qu'on parlera enfin des vrais sujets, le peuple français sera de bien meilleure humeur. Je demande la réunion du bureau pour inviter les familles de victimes à s'exprimer devant vous. Si vous voulez que le débat ait lieu, vous qui niez le fait que des personnes puissent mourir à l'occasion de l'adoption de cette proposition de loi, je demande que l'Assemblée nationale auditionne les familles de victimes pour que vous compreniez enfin que cette loi est un permis de tuer et que nous nous y opposerons jusqu'au bout. Alors, Madame la Présidente, puisque vous avez dit vouloir convoquer une réunion du bureau, encore une fois pour nous mettre des sanctions, eh bien utilisez-la aussi pour demander aux familles de victimes de s'exprimer devant nous. Alors, nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Pendant des siècles dans notre pays, la loi a accepté l'indigne. Elle a accepté qu'un être humain puisse appartenir à un autre. Elle a accepté que des enfants soient arrachés à leur mère, que des femmes soient vendues, que des hommes soient marqués au fer, fouettés, mutilés. Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Je ne parle pas seulement d'un texte ancien, je parle de mémoire, d'une mémoire qui traverse encore les générations. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies, il y avait des mères, il y avait des enfants, il y avait des visages. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, couper de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite-fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduite en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Je suis de cet héritage. Mon métissage ne vient pas seulement de l'amour de mes parents ou de mes grands-parents.
Il porte aussi la trace d'un monde où certaines femmes n'étaient pas libres. Et derrière certaines histoires familiales, il y a parfois des douleurs que les générations transmettent en silence. Cette mémoire appartient à la France entière. Regardez cette vérité en face, ce n'est pas accuser notre pays, ni parler de repentance. C'est choisir la lucidité plutôt que le silence. On ne combat pas les héritages de la barbarie uniquement avec des commémorations. On les combat aussi par l'égalité, par la justice, par le respect absolu de chaque être humain. Alors oui, abroger le code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vies brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie. À l'époque, j'étais étudiant et je vivais avec 400 € par mois. Pendant le confinement, j'ai perdu mon travail et à cette période de ma vie, j'étais à bout, je ne savais pas comment faire. C'était un moment difficile et comme je n'avais rien à faire, je vous ai beaucoup suivi à l'Assemblée nationale. Je vous ai regardé pendant des heures et j'étais fasciné par votre capacité à parler de tous les sujets, sauf de ce que moi et des millions de Français étions en train de vivre. C'est ça qui est particulier avec cette forme de violence. Ce ne sont pas les mots qui blessent, ce sont les mots qui ne sont jamais prononcés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me tenir à la tribune de l'Assemblée nationale et je me mets à la place de ces millions de jeunes qui regardent votre loi et qui, s'ils étaient devant vous, vous diraient « Là, actuellement, maintenant, notre problème, c'est pas TikTok. » Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis qu'après la canicule violente que nous venons de vivre, qui nous rappelle que le réchauffement climatique a déjà commencé, que nous ne sommes clairement pas à affronter la suite, au point que la ministre de l'écologie menace de démissionner tellement vous êtes mauvais sur la question. Avec un tel niveau de précarité dans la jeunesse, pour les étudiants, pour les jeunes qui n'arrivent pas à vivre avec leur SMIC, pour les jeunes qui galèrent à trouver un stage, une alternance et qui ne valideront pas leur diplôme, pour tous ces jeunes qui sont actuellement dans les listes d'attente Parcoursup, terrorisés à l'idée de se retrouver sur le carreau, ou pour tous ces jeunes au lycée qui sont épuisés par le 8h-18h, toute cette violence sociale, elle aggrave la santé mentale des jeunes. Et ces jeunes qui se sentent mal, ces jeunes qui sont harcelés, ces jeunes qui sont en dépression, ces jeunes qui sont en détresse, il leur faut minimum 4 mois et maximum 1 an pour avoir un premier rendez-vous chez un pédopsychiatre. On parle de jeunes en détresse. Il y a des lycéens qui vont faire leur rentrée des classes le 1er septembre. Et vous leur direz, oui, effectivement, tu n'as pas de professeur de mathématiques alors qu'à la fin de l'année, tu as une épreuve de baccalauréat de mathématiques. Mais ne t'inquiète pas, le gouvernement a pensé à toi. Il a interdit le téléphone portable au lycée. Vous voyez, mesdames et messieurs les députés, toutes ces interdictions que vous faites, à côté de tous ces droits que vous ne garantissez pas, c'est une violence. Et c'est une violence sociale. Parce que vos enfants ou les enfants des grands patrons, ils n'ont pas de problème avec les profs non remplacés. Ils n'ont pas de problème avec Parcoursup. Ils n'ont pas de problème avec l'accès aux soins. Ils n'ont pas de problème pour trouver un stage ou une alternance. Votre politique, ce n'est pas seulement des interdictions. Il y a un autre fil rouge, qui est de tout faire, ou plutôt ne rien faire, afin de maintenir, reproduire, aggraver les inégalités de classe sociale dans la jeunesse. Et c'est pourquoi, chers collègues, en parlant de votre politique jeunesse, je parle de politique bourgeoise. Non seulement vous ne voulez pas régler les problèmes qui sont intrinsèques aux structures de classe de notre société, et en plus de ça, vous votez des lois qui sont inapplicables. Ces lois n'ont qu'une seule fonction, occuper l'espace politique et médiatique. Vous êtes incapable d'organiser une rentrée des classes qui ne soit pas catastrophique. Donc vous parlez d'autre chose. Il y a 2 ans, vous nous aviez déjà fait le coup. C'était l'abaya. Il n'y avait pas un professeur devant chaque classe, mais vous nous parliez de l'abaya. Et là, ce sera la même chose. Il n'y aura pas un professeur devant toutes les classes, tous les élèves n'auront pas toutes les fournitures scolaires à cause de l'inflation. Et de quoi est-ce que l'on parlera? On parlera de l'interdiction du portable au lycée et de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et vous savez que ces mesures sont inapplicables. Actuellement, il y a seulement un collège sur 10 qui arrive à appliquer l'interdiction du téléphone portable. Puisque vous n'êtes pas capable de le faire au collège, pourquoi est-ce que vous seriez capable de le faire au lycée? Mais c'est pas grave, vous allez faire parler de vous. Vous allez pourrir la vie de la communauté éducative, demander au CPE, aux profs, aux surveillants, à la direction d'appliquer des consignes inapplicables. Vous placez cette jeune génération dans une contradiction qui est insurmontable. Vous leur dites, l'école, elle est numérique.
Il faut que tu te connectes, il faut que tu ailles sur Pronote, il faut que tu ailles sur le NT, il faut que tu suives tes devoirs, il faut que tu suives tes notes, il faut que tu ailles sur Parcoursup, il faut que tu répondes à ton prof. Ta réussite scolaire est conditionnée à ta connexion, mais en même temps, dans ton établissement, tu dois te déconnecter. Mais vous n'êtes pas à une contradiction près dès lors qu'il s'agit de faire de la communication. Et c'est la même chose pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui n'est pas applicable. Ils l'ont essayé en Australie, les 2/3 des jeunes ont trouvé des solutions de contournement. Ou parce qu'ils prenaient la carte d'identité de leurs parents et ils réussissaient à le débloquer en se faisant passer pour leurs parents, ou sinon parce que, comme tous les jeunes, ils ont vu une OP pour NordVPN et ils savent ce qu'est un VPN et donc ils arrivent à le contourner. Cette loi n'est pas une mesure pour la jeunesse, mesdames et messieurs les députés. C'est une loi qui vise à imposer à toute la population française, quel que soit son âge, une vérification d'identité pour se connecter à leurs réseaux sociaux. C'est une loi qui vise à mettre fin à l'anonymat sur Internet pour tout le monde. Et ça, d'ailleurs, Madame la Ministre ne le dit pas clairement, que tous nos concitoyens vont devoir faire vérifier leur identité pour se connecter sur les réseaux sociaux. Tel que c'est écrit dans cette loi, un réseau social, ça va de la plus grosse des applications jusqu'au plus petit forum de discussion, en passant même par certains jeux vidéo. C'est une immense part d'Internet que vous allez soumettre à un contrôle d'identité. Le Conseil d'État a dit que cette interdiction générale était disproportionnée. Les sénateurs disaient que c'était inconstitutionnel. Bon, ils ont changé de position, je ne sais pas comment est-ce que vous avez acheté les sénateurs. J'ai entendu qu'il y avait des élections sénatoriales dans quelques semaines, mais les arguments des sénateurs, ils restent les mêmes. Cette loi n'est pas conforme à notre Constitution. Si demain l'Europe décide d'en faire une interprétation extrêmement large, vous ne pourrez rien faire. Parce que cette loi donne les pleins pouvoirs à la Commission européenne pour s'occuper de toute la vérification d'identité. On ne sait pas si l'application de contrôle sera publique ou privée. On ne sait pas si l'application de vérification d'identité sera française, européenne, américaine. Rien dans ce texte ne donne des garanties sur la sécurité des données ultra sensibles quand il s'agit de l'identité des Français. Et vous me permettrez de dire que de la part d'un gouvernement qui, toutes les semaines, a une fuite de données dans ses services au point de mettre en danger les données de nos concitoyens, je ne vous fais pas confiance, Madame la Ministre, pour prendre des décisions aussi lourdes. Et j'achèverai sur cela. Quand un texte aussi bancal est voté par les souverainistes en carton du Rassemblement national, qui vont donner la vérification d'identité à la Commission européenne, je m'inquiète du caractère liberticide et je dirais même du caractère fascisant d'une telle mesure. Voilà ce qu'est cette loi. Il y a une véritable forme d'hypocrisie. Les réseaux sociaux ne sont pas toxiques seulement pour les moins de 15 ans. Ils sont toxiques pour tout le monde. Pour les moins de 15 ans, pour les adolescents, pour les adultes, pour nos grands-parents. Le capitalisme est en mutation. Il fait naître des géants du numérique qui sont maintenant plus puissants que des États. Ils embauchent des ingénieurs, des psychologues, des communicants pour capter notre attention et nous rendre accros avec des produits algorithmiques toujours plus puissants et addictifs. Mais dans quel but? Regardez de la publicité. Et c'est ça le fond du problème, c'est la pub. Vous allez sur YouTube, il y a de la pub. Vous sortez de chez vous, à l'arrêt de bus, il y a de la pub. Vous prenez votre voiture, sur le long de la route, il y a de la pub. Vous allumez la radio, qu'est-ce qu'on entend? De la pub. Et quand vous allez sur vos réseaux sociaux, vous échangez votre temps d'attention contre quoi? Contre du visionnage de publicité. Pourquoi a-t-on besoin d'autant de pubs? Parce qu'il faut entretenir la société de consommation. Vous contrôlez l'individu parce que vous ne voulez pas contrôler la machine mondiale, celle de la société de consommation. La santé mentale des jeunes est en danger, et pas seulement à cause des réseaux sociaux. Mais vos solutions sont à côté de la plaque. Vous choisissez des solutions de façade, vous créez des barrières d'âge qu'on peut contourner en 2 clics. Et pendant ce temps, vous fuyez votre combat contre l'économie de l'attention et vous baissez les budgets de la prévention. À l'école, un médecin scolaire pour 13 000 élèves. Vous faites des grands discours sur la santé mentale des jeunes. Vous ne financez pas la médecine scolaire. Vous ne financez pas la pédopsychiatrie. Vous ne financez pas l'école. Mais par contre, pour financer des nouvelles répressions, il y a du monde. Parce que ces nouvelles répressions, elles sont gratuites et ça ne vous demande pas de taxer ces géants du numérique. Cette loi, elle n'est pas seulement hypocrite, elle est dangereuse. Vous savez que ces mesures seront contournées et qu'elles sont inapplicables. C'est une excuse pour imposer la fin de l'anonymat sur Internet, pour imposer davantage de contrôle de l'Union européenne sur l'espace de liberté qu'est Internet, pour dire que vous faites quelque chose sur les GAFAM alors que c'est eux qui vous tordent le bras. Les problèmes de santé mentale des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas consultés. J'avais proposé qu'il y ait un débat et un vote dans les lycées sur ce texte, vous l'avez refusé.
Si vous consultez les jeunes, ils vous demanderont l'égalité d'accès à l'université, l'égalité d'accès aux soins, notamment sur leur santé mentale. Ils vous demanderont l'égalité dans l'éducation, ils vous demanderont des emplois du temps moins chargés et des structures associatives, culturelles, sportives qui leur permettent de découvrir et s'épanouir dans leur passion. Si vous consultez les jeunes, ils vous diront que les réseaux sociaux, ils vivront avec toute leur vie et qu'ils sont demandeurs d'outils, de conseils, de méthodes pour vivre avec ce téléphone qui occupe nos vies, quel que soit l'âge. Si vous consultez les jeunes, ils vous diront qu'ils n'entrevoient pas l'avenir dans le cadre de l'économie de l'attention, de la consommation, de la dictature des GAFAM. Si vous consultez les jeunes, ils vous diront qu'ils ne veulent pas l'égalité dans l'interdiction, mais l'égalité dans les droits et les libertés de chacun. Et si vous consultez les jeunes, ils vous diront d'arrêter d'instrumentaliser leur culture, que ce soit celle d'Internet, de la fête, des jeux vidéo, du football, pour justifier vos lois répressives votées avec le Rassemblement national. Jeunesse, la grande consultation arrive. Elle s'appelle l'élection présidentielle de 2027. Avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, nous nous apprêtons à changer le monde et à montrer à ceux qui ont déjà abandonné qu'un autre monde est possible.